tous. Donc, rencontre prévue avec Olivier Py, actuellement directeur du Festival d'Avignon, mais aussi romancier, aussi chanteur, aussi écrivain de théâtre, aussi metteur en scène d'opéra. On s'est rencontrés, Olivier, depuis 1995. Nous publions chez Actes Sud, finalement, tout ce que tu écris ou tout ce que tu crées. Ça commence à représenter, on va dire, une quantité non négligeable. Je n'ai pas fait le calcul très exact, mais je crois que c'est plus d'une quinzaine de pièces. Il y a des adaptations aussi, que tu fais des traductions d'Eschyle, de Shakespeare. C'est le deuxième roman qui vient juste de sortir pour cette rentrée. Il y a 2 CD, tu es à ce moment-là Miss Knife, mais ce sont des chansons écrites par toi. Et puis, il y a aussi des essais qui représentent une part non négligeable de ton travail, où tu t'exprimes sur la politique culturelle et l'éducation artistique, mais aussi un certain nombre de réflexions que tu peux avoir sur le monde du théâtre. On avait envie aujourd'hui de balayer ensemble toute cette longue période de travail avec toi. Nous venons de publier aussi dans Babel en poche le théâtre complet d'Olivier Py. C'est la première fois que nous publions le théâtre complet d'un auteur vivant, aussi jeune que toi, et oui. Je crois qu'on doit avoir celui de Kleist aussi, tu vois. Mais bon, on en a d'autres, mais qui sont plus âgés, on va dire. Rezvani. Il y a moins de pièces, voilà. Puisque le début de tes publications ont eu lieu dans une petite maison d'édition, Les Solitaires Intempestifs, que nous avons repris en poche Babel, donc pour faire donc ce volume de théâtre complet. Donc voilà un peu la présentation du catalogue à l'intérieur de notre catalogue théâtre qui est aujourd'hui assez vaste puisque la collection papier existe depuis 1985. Et donc je présente aussi Leslie qui m'assiste dans le travail d'édition et qui maintenant travaille avec Olivier sur ses textes. Voilà. Voilà, donc je présentais Leslie qui m'accompagne dans le travail éditorial et qui va poser aussi quelques questions à Olivier. Et donc c'était à l'occasion Orlando, nous avons publié Orlando, donc la dernière pièce écrite à l'occasion du Festival d'Avignon, le premier festival que tu as dirigé cet été. C'est une pièce que tu as mis en scène donc au festival. Il y a eu un succès, on va dire, un vrai succès. C'était l'ouverture du festival dans ce nouveau lieu qui est la Fabrica, qui est un lieu permanent à Avignon. Où on peut retrouver des thèmes communs entre le roman Elsexior, qui vient de sortir en cette rentrée littéraire, et Orlando. Donc voilà un peu l'ensemble. On sent une urgence pour toi à t'exprimer sous toutes ces formes. Je commencerai juste par cette première question, c'est-à-dire tu es toujours dans la création à chaque instant, toutes tes fonctions. Tu as été directeur du théâtre de l'Odéon juste avant d'être directeur du Festival d'Avignon. On sent une urgence quoi, à t'exprimer sur le monde comme il va, sur la création. Est-ce que tu peux tout de suite, avant que Leslie... Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Comment faites-vous pour faire tout ça? Et j'ai de plus de mal à répondre à cette question. Je crois que c'est parce que j'ai pas de vie de famille, au fond. Ce que je fais, c'est des spectacles et des livres. Voilà. Je fais ça toute la journée, tous les jours de la semaine, et pas simplement 35 heures par semaine, c'est certain. Mais je n'ai pas l'impression non plus d'éparpillement, parce que il y a au cœur de tout ce que je fais, mais que ce soit de la direction d'un théâtre jusqu'à l'écriture d'un roman, la même aventure spirituelle dont tous les livres témoignent et dont l'engagement qui est politique, puisque c'est un engagement pour la culture, témoigne aussi. Donc j'ai pas du tout l'impression
de schizophrénie. Et je dirais, même quand je chante travesti, là aussi, j'ai l'impression que je croise les questions les plus fondamentales, c'est-à-dire des questions spirituelles et des questions politiques. Chanter en travesti, faire des disques en Miss Knife, pour moi, c'est évidemment une question politique. Sillonner la France avec un porte-jartel et une robe à paillettes, c'est peut-être ce que je fais politiquement de plus important après la direction du Festival d'Avignon. Alors, une première question, Olivier, sur la publication et ton parcours dans l'édition. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de publication? Quel souvenir ça t'évoque la première fois qu'un de tes livres a été publié? Oui, c'est une histoire un peu étrange. D'abord, elle n'est pas avec vous. C'est une histoire un peu étrange, parce que c'est Jean-Luc Lagarce qui m'avait demandé de publier pour une collection qu'il voulait créer, qui ne s'appelait pas encore Les Solitaires Intempestifs, et il voulait que je sois l'opus 1 ou l'opus 0. Et il m'avait proposé de publier une pièce que je n'ai pas voulu publier parce que je l'avais écrite trop jeune et je pensais qu'il n'était pas digne de rester dans les annales. Et il a voulu faire la suivante. Je crois que c'était La Nuit au cirque. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Je crois que c'était La Nuit au cirque. Donc c'est assez étrange parce que cet objet que j'avais était non seulement mon premier livre, avec l'émotion qu'on imagine, avoir un livre, l'émotion doublée d'un homme de théâtre qui a un livre. Parce que les gens de théâtre jouissent du fait de tout perdre chaque soir, jouissent de voir leurs œuvres disparaître. Mais en même temps, ils sont ambivalents avec cette disparition. Ils en jouissent et ils en souffrent. Donc quand ils ont un livre, ils ont l'impression que quelque chose de l'œuvre reste. À l'époque, il n'y avait pas non plus des captations vidéo systématiques. Et puis cette chose étrange, qui était que c'était la première publication de Jean-Luc, que Jean-Luc n'a pas commencé, puisque lui-même n'était pas publié, et qu'il avait créé cette maison d'édition avec l'idée qu'il allait être publié, mais il n'avait pas voulu commencer par lui, justement pour qu'on ne l'accuse pas de créer une maison d'édition à sa propre fin, et surtout post-mortem, ou à compte d'auteur, et donc j'avais été le premier opus des Solitaires Intempestifs. Donc c'était une chose un petit peu étrange. Je ne sais pas si Jean-Luc était encore en vie, mais il a dû mourir très peu de temps après, en tout cas. Ce qui fait que la maison d'édition est pratiquement post-mortem. Il l'a fondée, mais c'est François Béreur qui l'a fait vivre, et que j'ai été le premier, ou les deux premiers opus, je crois, de ce texte-là. Voilà. Quel est mon premier souvenir de tenir dans ma main un livre, et à la fois une maison d'édition inventée par un poète qui n'avait pas été publié, qui savait qu'il allait mourir et qui avait déjà prévu que c'était sa revanche post-mortem sur la postérité. C'est une histoire étrange. Elle mérite d'être racontée. Alors, plus sur l'actualité de tes publications chez Actes Sud en ce moment. À la fois dans Excelsior et dans Orlando ou La Patience, on a deux personnages principaux qui sont dans une recherche, dans une quête aussi multiple et diverse soit-elle dans les deux opus. Comment, parce que tu les as un peu écrits quand même dans la même période, comment tu les relierais, toi, entre eux, comme faux frères, comme faux jumeaux? C'est-à-dire que j'aimerais bien ne pas les relier, justement parce que je les ai écrits dans la même période et que s'ils étaient reliés, j'en aurais fait qu'un. C'est bien parce qu'il y avait deux expressions différentes du même chemin spirituel, mais aussi avec des formes différentes, le théâtre et le roman. C'est un roman, c'est un long poème, mais on appelle ça un roman aujourd'hui. Mais c'est justement qu'ils n'étaient pas tout à fait reliés. Et je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est que je fasse un disque, ou que je fasse un roman ou un film, j'essaie d'utiliser cette forme-là pour dire quelque chose que je ne pourrais pas faire dans les autres formes. C'est pas imaginable pour moi, Excelsior, au théâtre. Même si je pense que je vais faire l'année prochaine une adaptation du premier chapitre. Mais c'est le premier chapitre, c'est pas tout le roman. Et justement, c'était un peu la question qu'on se posait, puisqu'on retrouvait des similitudes de recherche, en tout cas, et des similitudes aussi qui se croisaient dans l'écriture, à la fois quelque chose de très romanesque dans la pièce d'Orlando et quelque chose de très théâtral dans Excelsior. Est-ce que tu t'étais demandé la possibilité de mettre en scène un de tes romans,
Ou justement, est-ce que tu savais déjà la finalité de la forme d'écriture, après de ce que ça allait donner Non, je n'ai jamais pensé qu'Excelsior était un roman adaptable au théâtre. Au contraire, je m'efforçais de faire quelque chose qui d'abord n'est pas adaptable pour une raison très simple, le personnage ne parle pas. Il y a même un chapitre qui s'appelle, je crois, L'homme qui se tait, donc il ne parle pas, tandis que les autres, ils sont extrêmement bavards. Il ne parle pas, il n'est d'ailleurs pas si discursif que ça, mon personnage, puisque c'est pas la première personne, donc il n'est même pas très discursif. C'est un homme seul, avec peu de contact avec les autres, et qui parle très peu. Donc c'est vraiment le monde intérieur. Et c'est différent, bien sûr, d'une pièce de théâtre, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas raconter, ce monde intérieur comme ça, au théâtre. Mais il y a quelque chose qui est propre à ces deux livres. C'est que ça ne m'intéresse pas tellement d'être un auteur de théâtre et pas tellement d'être un romancier. Ce que je veux être, c'est un poète. Mon théâtre existe en tant que théâtre parce que c'est un poème. Et ces romans existent, en fait, ce sont des poèmes en prose, ce sont de longs poèmes en prose. Donc ça, c'est l'origine commune. L'origine commune, c'est le chant. C'est peut-être très bien qu'il y ait des disques de Miss Knife entre les deux sur la table, parce que l'origine commune, c'est la volonté de chercher le chant, que ce soit un chant intérieur ou intériorisé, c'est-à-dire une alliance avec le monde retrouvé, comme dans Excelsior, ou que ce soit un chant qui passe par l'énonciation et par la parole, et c'est la volonté de retrouver son père. C'est l'histoire d'Orlando, de retrouver son père dans le monde de la parole, qui est le monde du théâtre. Et là, précisément, comment s'est passé le chemin pour toi de peut-être mettre en scène la première partie d'Excelsior ? Je ne sais pas, c'était une idée folle que j'ai eu le temps de regretter 10 fois. C'est une idée un peu étrange. D'abord, c'est une production qui m'est tombée dessus. Puisque c'est le théâtre de la Badia en Espagne qui m'a demandé de faire quelque chose comme ça au débeauté. Il se trouve que j'étais en train de finir Excelsior et que je me suis dit tiens, peut-être le premier chapitre, comme je pensais que ça pouvait être un monologue aussi, que je pouvais faire un monologue et que ça devait être traduit aussi en espagnol. Alors ça, c'est encore une autre aventure. Je vais monter Excelsior, mais ça va être une traduction, ça va être tout à fait une autre langue. Et ça, j'aime beaucoup. Moi, à un moment, j'ai même rêvé de ne plus monter mes propres textes qu'en langue étrangère. Et c'est très très bien parce que quand ça revient en France, le public lit. Donc il a en fait un lien beaucoup plus proche avec mon écriture que jamais. C'est très paradoxal, mais chaque fois, non, j'en ai ramené qu'un en fait. Le spectacle que j'avais fait pour la Volksbühne, en fait, le spectateur français lisait mon texte pendant la représentation. Ça m'a beaucoup plu, ça. Parce qu'il était vraiment beaucoup plus proche du texte que d'habitude. D'ailleurs, ça a mieux marché que d'habitude. Sur les critiques, disons. Et là, ton prochain projet de scène en cours, est-ce que tu as le droit de nous en dire un peu plus ? Non, mais c'est celui-là, c'est Excelsior, puisque je vais partir au mois d'octobre faire ça en Espagne et en espagnol. Mais je le ramènerai probablement à Avignon, comme ça. Il y aura une version lue en public et en silence. Le surtitrage a profondément changé le rapport au théâtre. Si on devait me demander quel est l'événement majeur des 20 dernières années au théâtre, je dirais le surtitrage. C'est une chose complètement nouvelle. D'abord, ça nous a donné un rapport au théâtre étranger complètement différent. Et puis, ça nous a donné une surface d'exportation que nous n'avions pas parce que le surtitrage s'est banalisé. D'un seul coup, le théâtre, comme on dit horriblement, le théâtre de texte, enfin le théâtre qui parle, n'a plus eu ce handicap par rapport à la danse pour être international. Ça n'a l'air de rien et c'est révolutionnaire. Et d'année en année, le public s'est familiarisé avec cette habitude des surtitres. Il l'avait au cinéma, évidemment. En général, il est en bas au cinéma et en général, au théâtre, il est en haut. Donc, le mouvement n'est pas exactement le même. Mais petit à petit, le public a créé des synapses qui font qu'il arrive à voir un spectacle surtitré sans trop se poser la question. C'est une aventure très, très, très nouvelle pour le monde du théâtre, de passer la barrière de la langue. Et c'est très intéressant.